Pour nous, au temps moderne, l'Halloween, c'est une fête pour les enfants qui se costument et qui vont quêter des bonbons aux portes de maisons décorées. Quelques adultes, comme moi, sont aussi passionnés par cette fête et participent eux aussi. Mais qu'est-ce qu'on sait d'Halloween au juste? Halloween, c'est une fête qui se célèbre le 31 octobre, la veille de la Toussaint. La Toussaint, c'est une fête catholique en l'honneur de, ça dit, tous les saints. Oui, elle est fêtée officiellement le 1er novembre, mais sa célébration liturgique, donc c'est-à-dire les rituels, les cérémonies, commence au coucher du soleil le soir du 31 octobre et la fête se termine le 1er novembre à la fin de la journée. Elle est souvent confondue avec la fête des morts qui, elle, est célébrée le 2 novembre. Halloween, c'est une fête très importante dans la plupart des pays anglophones. Halloween est moins connu en France, par exemple, mais commence à être célébré. Il y a certaines grandes marques qui ont essayé de convertir les Français à cette mode, mais de manière purement marketing. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont poussé les Français à acheter toutes sortes de produits en lien avec Halloween. J'ai pas vraiment la liste des marques en question, mais on parle de grandes marques comme une marque de chocolat ou bien Coca-Cola, ces choses-là. Donc les Français ont pas trop apprécié. Ils ont donc rejeté cette fête de par cette approche et Halloween est aujourd'hui principalement célébré en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans beaucoup d'autres pays, mais dans une plus petite mesure. Pour revenir à la fête chrétienne catholique de la Toussaint, c'est une spécificité catholique apparue en Occident au 8e siècle. Là, au fil du temps, le calendrier chrétien s'était rempli de jours commémoratifs en l'honneur de tel ou tel saint, de tel ou tel martyr, de sorte qu'il était devenu nécessaire d'établir une journée en l'honneur de tous. Mais ça n'a pas toujours été le 1er novembre. La Toussaint a d'abord été établie en mai, dans les années 609 ou en 610, par Boniface IV quand il consacre le Panthéon de Rome à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Puis, vers 731 jusqu'à 741, le pape Grégoire III consacre une chapelle de la basilique Saint-Pierre à tous les saints, et donc c'est là qu'on déplace la fête le 1er novembre. Au siècle suivant, donc vers 827 jusqu'à 844, le pape Grégoire IV décide, lui, que la fête sera célébrée le 1er novembre, oui, toujours, mais de façon officielle, genre dans toutes les églises occidentales, en l'honneur de tous les saints. Donc c'est comme lui qui a universalisé tout ça. Mais outre l'aspect catholique chrétien lié à la fête de la Toussaint, certaines personnes ne sont pas sûres de l'origine de l'Halloween. Entre autres, un médiéviste français spécialiste dans les mythologies chrétiennes parlerait plutôt d'origine irlandaise. Vous allez voir qu'il y a quand même un lien là. Lui, le lien qu'il en fait, c'est entre la fête des morts, c'est-à-dire la fête qu'on célèbre le 2 novembre, et la fête celtique païenne de Samhain. Bon, ça s'écrit Samhain comme ça, là, mais ça se prononce Samhain. Cette fête, c'est la première des 4 grandes fêtes religieuses de l'année celtique proto-historique et elle est fêtée aux environs du 1er novembre. Pourquoi environ? Vous allez le voir plus tard. Samhain resta une fête populaire chez les Celtes tout au long de la christianisation de la Grande-Bretagne. L'Église britannique essaya supposément de détourner cet attrait pour les rites païens en ajoutant la fête chrétienne sur le calendrier, donc la Toussaint, à la même date que Samhain. Et là, ce serait juste ensuite de cela que le pape Grégoire l'aurait universalisé. Donc, un contredit pas vraiment l'autre des origines, ça fait juste comme se mélanger. Le mot Halloween en tant que tel, c'est une sorte de raccourci de l'expression All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints, ou, en d'autres mots, la veillée de la Toussaint. Donc, c'est vraiment une compression, c'est devenu Halloween. Il y a même un moment, et à ce qui paraît c'est encore le cas au Canada, en tout cas à certains endroits, moi je l'ai jamais vu, mais j'ai lu que c'était encore utilisé, que entre les deux E, il y avait un apostrophe, donc Halloween. Petit fait cocasse. Mais là, il y a quand même différentes façons de fêter Halloween à travers les époques et aussi à travers les régions. Je vais parler de 3 époques, 3 régions. On va parler des Celtes, de l'Europe et la Bretagne, et du Mexique.
Pour le peuple celte, en octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Bon, c'est vraiment une légende là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi j'en ai aucune idée. C'est sûr que ça dépend aussi si vous croyez à ça, mais reste que suite à cette croyance, pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et se réunir le soir du 31 octobre pour faire la fête. La fête de Samhain aurait plus de 3000 ans. Et ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition de l'Halloween aux États-Unis. Mais la seule réelle preuve que nous avons de façon écrite, c'est un ancien calendrier celte qui mentionne la fête de Samhain pour le mois de Saumonios. Là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là. En tout cas, j'imagine. Bref, ce mois-là correspond à entre octobre et novembre de notre calendrier à nous. Pour eux, c'était le premier mois de l'année et ce qui marquait dans le fond la fin de l'été et le début d'une période plus sombre. Ouais, parce qu'il fait noir plus longtemps. Les Celtes tenaient compte du soleil et de la lune pour leur calendrier. Donc leur fin d'année n'était pas le 31 décembre comme nous, mais bien le 31 octobre. Et ils croyaient aussi que c'était le jour, la période où la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants était à son plus mince. Dans les années 1845-1850, il y eut une famine et les Irlandais et les Écossais émigrèrent en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les Irlandais avaient amené leur rituel Halloween aux États-Unis. Donc c'est ça, ils emportèrent avec eux les rituels de la fête de Samhain, comme les costumes et les masques portés pour éloigner les mauvais esprits et les offrandes laissées dehors afin d'apaiser les esprits malveillants. Parce que s'ils faisaient pas ça, ça apporterait la malchance aux occupants de la maison et à la communauté. Des ossements d'animaux abattus étaient par exemple jetés dans ce qu'on appelle un feu collectif, qui était comme un feu sacré, dans le but de faciliter le voyage de l'âme des défunts. Et les gens éteignaient tous le feu qui brûlait dans leur maison et le rallumèrent à l'aide du feu collectif pour marquer le début de la nouvelle année, bref, pour célébrer le triomphe de la clarté sur l'obscurité. Des repas étaient à ce moment-là préparés pour les vivants, mais aussi pour les morts, puisqu'ils croyaient vraiment que la frontière était tellement mince entre les morts et les vivants, et que les fantômes venaient les hanter, donc ils leur offraient de la nourriture. La tradition, elle, de faire du porte-à-porte pour demander de la nourriture, qu'on appelle le souling ou le mumming, remonte au Moyen-Âge et est considérée comme le précurseur de la tradition moderne du trick or treat, donc la chasse aux bonbons. Et là, à partir du 15e siècle, les pauvres offraient de chanter des prières pour les âmes des défunts du foyer contre ce qu'on appelle des soul cakes, des gâteaux de l'âme. C'est une forme de grâce pour les morts. Puis là, un peu plus tard, les enfants faisaient ça et ce n'était plus des prières vraiment qui chantaient, mais seulement des chansons ou des poèmes. Et la pratique de déguiser les enfants pour faire du porte-à-porte, elle s'est répandue pendant le 19e siècle. Parmi d'autres coutumes d'Halloween, pour ce qui est des Celtes, figure le dîner familial parmi les jeux de salon, tels que le grillage de noix ou le jeu de la pomme dans l'eau. Ça, c'était pour deviner le futur des participants. Et la lecture du poème de 1786 qui s'appelle Halloween, écrit comme je vous disais tantôt avec l'apostrophe. Donc ça a été très populaire dans les années de 1900 vers 1940. Petit fun fact pour terminer avec le peuple celte, dans certaines parties d'Irlande, l'Halloween est surnommé Pokey Night, ce qui se réfère au puka, je sais pas comment le prononcer, voilà, c'est écrit comme ça. Et ça, c'est une fée particulièrement malicieuse. Ce qui est drôle, c'est que c'est de là que viendrait le terme anglais qu'on entend vraiment souvent, spooky. Ensuite, parlons de l'Europe. Comme je vous l'ai dit, en France, c'est pas vraiment une fête populaire. Pourtant, en Bretagne, jusqu'à dans les années 50, on creusait des lanternes dans des betteraves ou des rutabagas et on les plaçait sur le bord de la route ou à l'entrée des fermes pour se faire peur. D'autres traditions similaires à Halloween existaient également dans le nord de la France et aussi dans l'est, comme pour la Saint-Martin qu'on appelle, qui était le 11 novembre. Les enfants creusaient également dans des betteraves et passaient de maison en maison pour récolter des bonbons en échange d'une chanson. Et tandis que la fête grandissait en Amérique du Nord, comme au Canada, aux États-Unis, vu la venue des Irlandais, elle disparaissait déjà en Europe depuis un bout. Ça allait toujours dans un déclin, donc les enfants faisaient de moins en moins ça. Et en Belgique, Halloween a commencé à être fêté à nouveau que depuis le début des années 1990. Maintenant, on va parler du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. Donc,
partout où il y a des Mexicains. Leur fête, leur façon de fêter se distingue de la fête des morts, notamment la fête chrétienne des morts, ce qui est fêté le 2 novembre, par le caractère plus festif de certaines traditions et de la réalisation d'hôtels privés dédiés aux morts, couverts d'offrandes comme d'objets, des fleurs et de la nourriture. Les festivités mexicaines commencent généralement le 31 octobre. Ils se poursuivent pendant les 2-3 premiers jours de novembre. Pour nous, le jour des morts, pour le jour des morts chrétiens, c'est le 2 novembre, mais pour les Mexicains, c'est comme si tout ça c'est ensemble. Ça commence le 31 octobre et ça dure plusieurs jours. Dans certaines communautés indigènes, elles sont célébrées plus largement entre le 24 octobre et le 3 novembre. Le jour des morts, c'est une période joyeuse pour les Mexicains. Et ces jours-là sont divisés par période et la période du 31 octobre au 1er novembre est consacrée pour les angelitos. Je sais pas si je le dis comme il faut. En fait, c'est des enfants morts. Donc, des hôtels leur sont dédiés dès le midi du 31 octobre. Et puis, un goûter traditionnel leur est offert en soirée vers 19h. Ensuite, le matin du 1er novembre, donc pour nous le jour de la Toussaint, Todos Santos, c'est consacré au petit déjeuner des angelitos. Et c'est ensuite que, pour les défunts adultes, les nouvelles offrandes sont déposées sur les autels. Comme je vous disais, les dates sont pas très claires puisque ça va sur plusieurs jours. Donc, il y a des variations de dates. Mais l'ordre des rituels ne change pas. C'est toujours d'abord les enfants et ensuite les adultes. Ensuite, le 2 novembre pour le jour des morts, qu'on appelle aussi la commémoration des défunts. Chez nous, mettons, les Mexicains vont dans des cimetières en jetant des pétales de fleurs au sol et en allumant des bougies pour guider les âmes vers les tombes. Cette visite, qui a la particularité d'être vraiment très festive, c'est aussi l'occasion de nettoyer les tombes des défunts et de leur apporter des offrandes, et notamment des fleurs de Cempasúchil, je ne sais pas comment appeler, mais c'est des roses qui viennent de l'Inde, ou encore des œillets de l'Inde. Ils vont mettre aussi de la nourriture. C'était tout pour les trois peuples, les trois régions dont je voulais parler. Maintenant, on va voir ensemble quelques faits divers. Premièrement, pourquoi les citrouilles? À l'origine, le symbole d'Halloween était un navet, issu de la légende de Jack-o'-lantern, condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis. Il devait s'éclairer d'un tison posé dans un navet sculpté. Aux États-Unis, le navet a progressivement été remplacé par la citrouille qui pousse en octobre et qui est aussi bien plus facile à sculpter. C'est donc la citrouille qui a donné en partie la couleur orange associée à Halloween. On va y revenir juste après pour l'association des couleurs à la fête de l'Halloween, mais avant je vais vous parler de Jack-o'-lantern. Pourquoi Jack-o'-lantern? Quelle est cette histoire exactement? Ça nous provient d'un vieux conte irlandais. Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Jack demanda au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepta et se transforma en pièce de monnaie. Jack saisit la pièce de monnaie immédiatement et la plaça dans sa bourse, sa sacoche, son sac. Et sa sacoche avait une serrure en forme de croix. Le diable ne pouvait pas s'en échapper. Finalement, Jack accepta de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 années de plus à vivre. Mais 10 ans plus tard, Jack, qui est un grand farceur, fit une autre blague au diable, le laissant en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix à l'aide de son couteau, avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. Il fait promettre ça au diable, dans le fond. Lorsque Jack mourut, l'entrée au paradis lui aurait été refusée, ainsi que l'entrée aux enfers. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin qu'il puisse éclairer son chemin dans le noir, puisqu'il errait entre le paradis et l'enfer dans l'obscurité. Il plaça le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors nommé Jack of the Lantern, Jack à la lanterne en français, ou Jack-o'-lantern. Il réapparaît chaque année le jour de sa mort pour Halloween. Voilà l'histoire complète. C'est une légende, je ne sais pas à quel point cela se base sur certains faits ou pas, mais maintenant vous savez d'où ça vient quand même. Et c'est là qu'on revient aux couleurs. Pourquoi le noir et l'orange sont associés à Halloween?
L'imagerie, tout le visuel qui entoure Halloween est un large amalgame entre la saison, c'est la saison où les nuits deviennent de plus en plus longues, aussi entre un siècle ou presque de représentations artistiques qui ont été faites, notamment dans les films américains, mais pas que, là, aussi d'anciennes peintures. Et d'une volonté opportuniste de commercialiser toujours ce qui a rapport au sombre, au mystérieux, au mystique. Et ceci implique généralement, bon, la mort, la magie, les monstres mythiques. Les personnages constamment associés à Halloween, vous le savez, sont, exemple, les fantômes, les sorcières, les zombies, les vampires, les ghouls, qui sont comme des démons qui changent de forme, en tout cas. Les chauves-souris, les hiboux, les corbeaux, les vautours, les maisons hantées, les cimetières, les personnages qui ont une tête de citrouille, les chats noirs, les araignées, les gobelins, les momies, les squelettes, les loups-garous, les démons, les gargouilles, etc. Tu sais, pour quelqu'un d'opportuniste, c'était vraiment l'occasion d'en profiter. Surtout aux États-Unis, le symbolisme est inspiré des classiques de cinéma d'horreur. Vous savez, avec les personnages de cinéma comme Dracula, Frankenstein, les personnages de loups-garous ou de momies. Les maisons sont donc aussi souvent décorées avec ces symboles. L'orange et le noir sont les deux principales couleurs traditionnelles associées à Halloween. Pour bien des gens, dont l'historienne Nadine Crétin, je ne veux pas faire de jeu de mots ici, mais les couleurs ont été adoptées après la rencontre de la culture mexicaine, la culture antique du jour des morts au Mexique. Et ensuite, dans les produits et les images plus récents, on retrouvait le mauve, le vert et aussi le rouge. L'usage de ces couleurs-là, c'est aussi en partie dû à comment on les utilise déjà dans des publicités depuis déjà plus d'un siècle. Moi, ma petite théorie aussi, c'est que c'est évident que l'automne, en tout cas, vous le voyez, dans des régions comme le Canada, tout le feuillage, tout ce qui est vert, vire orangé, orange, rougeâtre. Les citrouilles sont oranges. Et orange, ça représente un peu comme la couleur de la moisson et noir, la couleur de les ténèbres. Donc, c'est vraiment propice à la saison de l'automne. Moi, je pense vraiment que ça vient de là. Le rouge, c'est aussi propice au sang, aux organes, au cœur, à la violence. Donc, ça rentre dans le côté sombre et mystique qu'on disait tantôt. Et c'est ça. Et mauve et vert, là, ça a vraiment été rajouté de façon commerciale, j'imagine. Mais aussi, tu sais, les betteraves étaient mauves parce que il y en a qui faisaient des lanternes et creusaient des betteraves, pas juste des navets. Je sais pas si je l'avais mentionné, en tout cas. Puis même les navets ont un peu de mauve sur le dessus, tu sais. Pour ce qui est de la fameuse phrase, vous savez, la phrase qui représente un peu le slogan de la fête d'Halloween dans chaque région. Pour les anglophones, je dis anglophones parce que pas juste aux États-Unis, mais vraiment même les anglophones du Canada, par exemple, eux autres, ils vont crier « Trick or treat ». Vous voyez ça partout d'ailleurs sur les produits commerciaux. Ça signifie en fait farce ou friandise. Pour les Français, donc en Europe, et les Belges, leur habitude était de dire une phrase semblable aux anglophones. Des bonbons ou un sort. C'est pas mal le même principe, donc on voit que ça se base quand même sur les mêmes origines, là. Mais pour le Québec, pour un Québécois, les enfants disent supposément « Des bonbons s'il vous plaît ». Mais bof, en fait, on dit pas vraiment ça, c'est juste qu'on dit rien. On n'a pas de phrase fétiche, genre chacun dit à sa manière quand on sent le besoin de le préciser, parce qu'honnêtement, un enfant qui cogne à ta porte le jour d'Halloween quand t'as décoré une maison, l'enfant n'a pas besoin de nous dire donne-moi des bonbons, normalement, on le sait qu'il est là pour ça. Donc on n'a pas vraiment de phrases et on n'a pas de produits québécois qu'on vend avec des slogans dessus. C'est pas comme les Américains des États-Unis qui eux vont vendre des choses, des décos un peu partout, puis ça va être écrit trick or treat. Ou même les Canadiens anglophones. On n'a pas de produits québécois comme franco-canadiens avec notre slogan à nous. Fait que souvent, on va utiliser les produits qui sont marqués dessus trick or treat, mais on le dira pas quand on va aller cogner aux portes. Minute, là, on reste calme, là. C'est l'Halloween, on veut des bonbons! On veut des bonbons, on veut des bonbons! Qu'est-ce qu'il y a? Voyons. C'est l'Halloween, on veut des bonbons! Donc, en ce sens, Halloween fut d'abord connu sous le nom de la soirée des tours. Dans les premières régions aux États-Unis où l'Halloween se diffusa, où l'Halloween s'est répandu. Les costumes des enfants, souvent effrayants, servaient à donner l'illusion que les esprits maléfiques d'autrefois revenaient les hanter. Ils revenaient hanter les rues et les villes dans lesquelles le porte-à-porte était effectué pour Halloween. Donc, ça a commencé comme ça, d'où le fait de faire croire, on te joue un tour, donc
Donc c'est une farce, donne-moi des bonbons, c'est comme on viendra pas te hanter, donne-moi des bonbons. Voilà, mais ça s'est pas vraiment rendu dans le Canada français, là. Bon, la phrase maintenant pour le Royaume-Uni et l'Irlande, en fait, là, il n'y a pas vraiment de phrase, pour ça que je vous en parle en dernier, c'est que la tradition du porte-à-porte là-bas pour demander de la nourriture existait déjà avant. Comme je disais, les enfants et les pauvres chantaient des prières contre des soul cakes, des gâteaux de l'âme. En Angleterre, la fête de l'Halloween était autrefois appelée la nuit des casse-noisettes ou la nuit de la pomme croquante. Les familles réunies autour du feu racontaient des histoires tout en mangeant des noisettes et des pommes. Vous savez, tantôt je faisais référence aux jeux en famille qui se passaient dans le salon. Puis c'est ça, ce jour-là, les pauvres recevaient des soul cakes, des gâteaux de l'âme. Donc eux, c'était pas vraiment une phrase qu'ils disaient, mais une chanson qu'ils chantaient. Pour la prochaine section de cette vidéo, on va parler des statistiques. Quelques statistiques, je vous emmerderai pas avec ça. En 2014, on estime la valeur de Halloween à 1 million de dollars canadiens, ce qui en fait la deuxième fête la plus commerciale après Noël. Selon un sondage réalisé encore en 2014, 68% des Canadiens célèbrent l'Halloween et 33% des adultes participent à la soirée d'Halloween. Les Canadiens dépensent plus que les Américains, d'un montant qui équivaut à 70$ par personne, par habitant, sur des costumes, des décorations ou des bonbons. Aujourd'hui, là, je sais pas si la statistique date de plusieurs années, mais j'ai lu aujourd'hui, mais j'ai pas trouvé la date. Donc bref, récemment, pour ce qui est des États-Unis, Halloween est fêté par un Américain sur deux. 1 sur 2 décore sa maison, 72,3% distribuent des bonbons et 40,6% se déguisent. Ils dépensent en moyenne 62$ par habitant. Le Canada, c'était 70, ce qui représente par contre pour eux un total de 8 milliards de dollars. Une autre statistique intéressante, c'est que le premier cas connu de déguisement pour la fête d'Halloween dans l'Amérique du Nord a eu lieu en 1898 à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Et la première utilisation de la phrase Trick or Treat, utilisée par les anglophones, est enregistrée à Lethbridge, en Alberta, au Canada, en 1927. Avant de conclure cette vidéo, je précise qu'il existe tellement de variantes, de légendes et d'avis de spécialistes différents que c'est quand même difficile de vous donner l'heure juste au sujet de cette fête. J'ai tenté de vous parler de ce qui était le plus probable et le plus documenté. Sinon, on pourrait parler d'Halloween pendant des heures en tournant en rond dans plein d'hypothèses. Et ça deviendrait très vite difficile à suivre. Donc pour résumer, Halloween aurait des origines païennes celtes, mélangées avec les fêtes catholiques chrétiennes de la Toussaint et du jour des morts, la commémoration des défunts, et également de la même chose, mais au niveau du Mexique. Et par-dessus tout, c'est ajouté, on va dire, un aspect de capitalisme pour faire vendre des trucs et rendre ça plus mainstream, plus friendly, plus commercialisable. Je vous avais dit en début de vidéo que j'étais une passionnée de cette fête. Ben en fait, oui et non, là, je suis pas une passionnée de ces cultes-là. C'est vraiment juste le fait de créer, de fabriquer des décos, fabriquer un décor, d'avoir une ambiance, l'aspect de se déguiser, l'aspect d'être dans un autre monde pour une certaine période, de voir tous les gens qui viennent de visiter quand tu décores une maison. Je trouve juste ça magnifique ce qu'on peut faire. Il y a tellement de possibilités avec cette fête-là, de s'exiler dans un autre univers. Comme, en tout cas, moi, ça me passionne depuis que je suis tout petite. Alors, quoi de mieux pour conclure cette vidéo que de vous mettre des images de ma passion au fil du temps, à travers les années. Je vous invite à vous abonner, mettre le pouce en l'air et à partager pendant que les images défilent. On se dit à la prochaine vidéo mystérieuse.
Sur ça, 10-4. Over.